Bonjour tout le monde, mon nom est François Cyr. Je suis gestionnaire de la ceinture de verdure. Je suis toujours bien étonné de voir comment que les gens peuvent être intéressés à la ceinture de verdure. C'est toujours un étonnement. Je ne dirais pas que c'est un secret bien gardé dans la capitale, c'est public, mais souvent c'est un espace qui est très méconnu dans la capitale du Canada. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Ce qu'on va faire, la présentation, on est 3 personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la CCN, on fonctionne beaucoup de façon multidisciplinaire. Je vais vous présenter, je vais vous faire un petit peu un aperçu de la ceinture, tandis que Lucie va vous parler plus de l'histoire et de la planification de la ceinture. Et Claude Potvin, à la fin, qui est un architecte paysagiste comme vous, va vous présenter spécifiquement un exemple de projet qui est réalisé dans la ceinture de verdure depuis une dizaine d'années et qui va être encore sur les planches pour les 10 prochaines années. Donc, je parlais d'un secret bien gardé, d'un espace méconnu, un espace qu'on connaît très bien dans la capitale. Quand on parle d'Ottawa, c'est le Parlement d'Ottawa. Donc, vous l'avez devant vous. Qu'est-ce qu'on retrouve à 15 minutes du Parlement? On retrouve des terres humides, on retrouve des forêts, on retrouve également de l'agriculture, des installations fédérales et non fédérales privées. On retrouve aussi de la flore diversifiée, on retrouve de la faune, on retrouve des activités récréatives, on retrouve aussi de la faune sur nos sentiers récréatifs qui empruntent nos sentiers récréatifs. Vous avez des dindes sauvages en bas à droite. On a aussi des activités éducatives. Ici, c'est des gens qui se promènent dans Mer Bleue. Et en bas à droite, vous avez un endroit de recherche dans Mer Bleue. On trouve également du patrimoine, surtout du patrimoine de nature agricole. Et c'est ça, la ceinture de verdure, c'est l'espace vert que vous voyez. C'est environ 20 000 hectares dans la capitale. Il y a plus de 150 km de sentiers qui sillonnent la ceinture de verdure. Tout ça est gratuit. C'est accessible par environ par 26 espaces de stationnement. La seule difficulté dans la ceinture, c'est, comme vous pouvez voir sur la carte, ce qui est en gris, c'est vraiment l'espace urbain développé de la capitale. Et c'est pas évident quand on est dans la ceinture de verdure et quand on sort de la ceinture de verdure. On peut être dans la ceinture, puis à un moment donné, on sort au bout de 5-10 minutes après, sans avoir été conscient qu'on s'est promené dans la ceinture, dans cet espace-là de 20 000 hectares. Une chose qui est quand même assez surprenante pour des gens qui ne le savent pas, c'est qu'il y a 3,5 millions de visites par année dans la ceinture, dans nos sentiers récréatifs. Ce qui est beaucoup de visites, c'est des gens qui sont résidents du coin, des gens qui peuvent aller 10 fois dans le même espace, dans le même sentier. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont résidents de l'Ouest n'iront pas dans l'Est, et vice-versa, les gens qui sont dans l'Est n'iront pas dans l'Ouest. Ils vont aller tout simplement dans des territoires qui sont proches de chez eux et qui connaissent très bien. Donc maintenant, je vais passer la parole à Lucie Bureau, qui va vous expliquer l'histoire et la planification. Merci. Alors, c'est ça. Ça démontre le travail d'équipe de la commission. On aime ça, faire ça comme ça. Si je les baisse comme ça, moi, ça m'aide, parce que sans ça, je vois les micros, je ne vois pas les gens. Donc, ça vient d'où, cette ceinture de verdure-là? Mais c'est finalement l'objet, ça fait l'objet d'une longue planification. Ça date du début de la planification de la capitale qu'on connaît aujourd'hui, on pourrait dire, avec le plan Grébert, qui est relativement connu, je pense, par plusieurs personnes. Donc, parmi les nombreuses initiatives qu'il y avait dans ce plan, il y avait aussi la création de la ceinture de verdure. À l'époque, l'idée d'origine, c'était de créer vraiment quelque chose qui était pour encercler côté ontarien et côté québécois, donc une véritable ceinture complète tout autour. Et l'objectif, parmi les objectifs de Grébert, c'était bien sûr de limiter la croissance urbaine, c'était de maintenir une agriculture proche de la ville, c'était de conserver les sites naturels qui existaient et aussi parce que la CCN, et à cette époque-là, c'est la Commission d'embellissement d'Ottawa, donc de la capitale. Le mandat est donc fédéral, d'avoir une capitale digne de l'importance, un site digne de l'importance de toutes les capitales pour l'ensemble des Canadiens. C'est notre mandat. Donc,
parmi ces objectifs de Grébert, c'était de prévoir des espaces qui pourraient permettre l'établissement d'institutions fédérales qui nécessitent des sites éloignés du milieu urbain ou qui nécessitent des sites de sécurité particulière. Donc, Défense nationale a des sites dans la ceinture de verdure, par exemple. Donc, cette ceinture a été acquise, en fait, donc pensée dans les années 50 dans le plan Grébert, et le gouvernement fédéral, et ça c'est plutôt unique, a vraiment, via la CCN, a commencé à acquérir pendant une période d'à peu près 20 ans presque la totalité des terrains, donc soit de l'acquisition, soit de l'expropriation, pour faire la ceinture de verdure qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, en même temps, la ville a continué à croître autour, en fait, au départ à l'intérieur, dans le centre de la ville. Et comme on voit sur les diapos, la ville, bien sûr, comme toutes les grandes villes, continue à se développer. Et à un moment donné, autour des années 84, le développement urbain a fait le saut de mouton par-dessus la ceinture et a commencé à se développer, surtout en trois, je dirais, communautés satellites, Est, Ouest et Sud. Et ça a bien sûr créé beaucoup de pression sur la ceinture de verdure par la nécessité d'avoir des routes, des infrastructures pour aller des villes banlieues jusqu'au centre. Hein. C'est pas, on connaît ça un peu partout, ça s'est passé. Donc, rendant la préservation de la ceinture encore plus difficile et nécessitant encore plus de discussions avec les nombreux partenaires, incluant les villes. À l'époque, il y avait 11 municipalités du côté d'Ottawa et je crois 6 ou 7 du côté du Québec. Maintenant, il y a les deux côtés de la rivière, ce sont une seule ville de chaque côté de la rivière fusionnée, mais à l'époque, il y avait un grand nombre de partenaires avec qui discuter. Comment la CCN a fait pour, dans le fond, continuer à préserver cette ceinture? Bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une longue tradition de planification et depuis 1972, il y a des plans de gestion, des plans directeurs. Et ces outils-là se sont adaptés, bien sûr, au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure des changements. Et pour faire en sorte que le dernier plan, celui qui a été approuvé cet automne, en novembre 2013, est vraiment à la lumière du consensus régional, national qu'on a pu faire autour de ce plan-là, mais qui a demandé énormément de consensus, énormément de discussions pour y arriver. Donc, ce qu'on peut y voir maintenant, ça donne cette belle vision qui a fait l'objet, on doit le dire, juste la partie vision de plus d'1 an, entre 1 an et demi de discussion avec les villes, les partenaires fédéraux, les populations résidentes autour, les associations communautaires qui sont extrêmement vocales dans le coin, ainsi que des discussions avec un forum national, enfin un forum international au sujet des ceintures de verdure en général, comment ça se passe. Et toutes les options ont vraiment été mises sur la table, vous pouvez vous l'imaginer, et les options, par exemple, de créer des pochettes de développement urbain à même la ceinture pour contrer la perception que c'était de l'étalement urbain qui se faisait parce qu'il y a des villes qui se développent autour de la ceinture. Donc, tout ça a été mis sur la table aussi. Et finalement, au grand plaisir de l'ensemble des collègues de la commission, on doit dire, le choix qui a été fait, c'est de conserver la ceinture pour ces espaces verts d'abord et pour l'agriculture ensuite. Donc, on a pu ensuite continuer à travailler avec nos collègues de l'équipe de François à développer un plan avec ces grands objectifs en tête. Donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment un nouveau plan avec une vision sur une 50aine d'années qui vise vraiment à renforcer ces rôles importants et à mettre toute l'importance sur le principe d'avoir un espace vert aussi important et diversifié à même une région de la capitale. Comment ce plan-là est fait? Bien, pour la première fois, on a hiérarchisé
les différentes fonctions qu'on y trouve, et c'est la première fois que le milieu naturel est aussi clairement identifié comme étant le rôle primordial. L'agriculture et l'expérience de la capitale viennent ensuite, et le troisième rôle, qui était un des premiers rôles fondateurs, un des éléments fondateurs de la capitale, devient en fait tertiaire et va tranquillement, si on veut, devenir de moins en moins important. Ça aussi, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Le rôle du gouvernement fédéral étant aussi de prévoir des espaces pour nos partenaires fédéraux. Donc, ça a été longuement discuté, mais on a vraiment mis l'importance sur les espaces verts et l'agriculture. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce plan-là? Bien, on retrouve, en fait, on confirme qu'à peu près 60 de la ceinture de verdure est réservée à des espaces naturels. Il y en a une dizaine d'aires naturelles principales qui sont de tout ordre. On retrouve des tourbières, on retrouve une tourbière internationale, la mer Bleue, on retrouve des milieux, des forêts, on retrouve donc toutes sortes de milieux naturels qui sont reliés entre eux par des liens naturels et tout ceci, en fait, est relié à l'ensemble de l'écosystème de la grande région de la capitale nationale et ça relie d'autres systèmes naturels qui sont protégés par la ville d'Ottawa, par exemple. À l'intérieur de ces secteurs-là, il y a beaucoup d'éléments à être connus et à être développés. Puis bien sûr, François le disait tantôt, c'est très local comme visite, mais notre mandat à nous, c'est un mandat national, donc on est toujours à la recherche de moyens pour encourager les gens, les touristes d'ailleurs, à aussi profiter de ces grands espaces-là qui sont conservés, dans le fond, pour l'ensemble de la capitale, pas uniquement pour les résidents. L'agriculture occupe à peu près le quart des espaces. Il y a beaucoup de terres agricoles de très bonne qualité dans la ceinture. Et l'objectif qu'on peut retrouver dans ce plan-là, c'est d'encourager les agriculteurs, parce que souvenez-vous, ce sont des terrains publics, donc les agriculteurs louent les fermes et les terres. Et la CCN, donc, on vise par ce plan-là à peut-être apporter un appui encore plus fort pour les soutenir dans une agriculture un peu plus durable et les aider peut-être à offrir des activités complémentaires, des tables champêtres, des éléments donc pour inviter les gens à profiter aussi des activités qu'on y retrouve dans la ceinture en termes agricoles. Enfin, et c'est ça, c'est peut-être le plus relié au thème de votre colloque, finalement, l'expérience de la capitale, les loisirs. Et il y a une variété d'activités. François le disait, la ceinture, c'est un joyau méconnu, même par les gens de la région. Si on n'habite pas si proche que ça, les gens qui habitent du côté québécois de la région de la capitale, par exemple, il y en a qui ne savent même pas que la ceinture existe. Donc, il y a énormément de choses à y faire pour encourager les gens à visiter la ceinture, à profiter des sentiers récréatifs, des activités de ski de fond, de randonnée, de vélo, de découvrir les activités touristiques ou culturelles, patrimoniales qu'on y retrouve aussi. Et François l'a mentionné tantôt, c'est tout à fait gratuit, ce qui commence à être pas mal une denrée rare. Le dernier élément de ce plan-là, avant que je passe la parole à Claude, c'est toute la notion des installations. Ces installations sont moins importantes dans ce plan-là. Il y a donc des sites fédéraux qui sont maintenant limités à leur empreinte actuelle. Il y a aussi tout le volet des institutions non fédérales. Et là, c'est là qu'il y a beaucoup de discussions qui continuent à se faire avec les villes. Par exemple, en termes d'institutions non fédérales, on retrouve des terrains de soccer, on retrouve des éléments de ce type-là. Du côté ontarien, leur cadre de planification, leur obligation, c'est de céder 5 pour fin de parc. Au Québec, c'est 10 pour fin de parc. Donc, ça met aussi plus de pression sur la ceinture pour des activités, je dirais, de la ville en termes de développement de parcs puis tout ça. Donc, le rôle de la ceinture, qui est un rôle plus national, a beaucoup de pression à contribuer aux fins de parc municipales. Enfin, le dernier élément qui est aussi important et
qui nécessite beaucoup de discussions entre la Commission et ses partenaires. C'est la question des transports, des infrastructures. On passe, on l'a dit tantôt, entre le milieu urbain et les villes satellites. Il y a des demandes incessantes, je dirais, de transport, d'infrastructures entre le centre et l'extérieur de la ceinture. Et dans le cadre de ce plan-là, on a réussi, avec la Ville d'Ottawa, de faire un partenariat, de faire une étude spéciale sur les impacts cumulatifs des réseaux routiers. Et on a fini par s'entendre avec la Ville que certaines des routes qui étaient prévues dans leur plan de transport n'iraient pas de l'avant telles que prévues dans leur plan parce que ça passait dans des milieux trop sensibles. Donc, c'est assez, un exercice important et assez difficile, compte tenu qu'on a forcé, dans le fond, la Ville à modifier le tracé, et dans le futur, ils auront à modifier le tracé, dans certains cas, de façon assez significative pour éviter des milieux sensibles comme des forêts ou des milieux humides importants. Donc, en gros, ça résume le travail de planification qui est fait qui a été faite dans le dernier plan. Claude va maintenant, François va vous parler quelques minutes. On va aller rapidement au travers des différents plans qui ont été faits dans le cadre du plan directeur. Vous savez tous c'est quoi un plan concept, je ne l'expliquerai pas en détail. Ce que je vais faire est ressortir sur cette carte-là. Vous voyez la ceinture, vous voyez les différentes fonctions, affectation du sol qu'on va venir plus en détail sur la prochaine diapo. Mais ce qu'on veut porter votre attention, vous regardez les espaces en jaune et les espaces en vert plus pâle à l'extérieur de la ceinture. Donc, ce qu'on essaye de faire ici, ce que la CCN essaie de faire, c'est tout simplement démontrer que la ceinture, c'est très important le milieu naturel, c'est 60 % du territoire, mais ça ne peut pas vivre en soi tout seul. Il faut que ça soit relié à d'autres zones naturelles qui sont situées à l'extérieur. Donc, ce qu'on essaie de vous montrer aussi avec les espèces de flèches arrondies, comme des méandres, comme Mme Chow expliquait plus tôt, c'est vraiment montrer des corridors écologiques qui pourraient relier la ceinture à ces zones naturelles régionales extérieures, limitrophes. Pour en arriver à ça, la CCN ne va pas acheter ces terrains-là. L'idée, c'est tout simplement de travailler en partenariat avec la Ville d'Ottawa. Maintenant, tous ces territoires-là font partie de la Ville d'Ottawa suite aux différentes fusions qui ont eu lieu. Donc, c'est travailler avec la Ville d'Ottawa pour que ces espaces-là soient protégés et qu'on assure vraiment des mouvements de corridors écologiques entre les grandes zones naturelles de la ceinture de verdure et les zones situées à l'extérieur. Aussi, l'autre NCC, Nature Conservancy of Canada, Conservation de la nature Canada, a travaillé avec nous aussi dans le développement des corridors écologiques. Ce qu'il faut comprendre aussi, quand on parle de partenariat, ce n'est pas une question de forcer les différents groupes, c'est de travailler ensemble dans le même intérêt quand l'intérêt est commun. Donc ici, vous avez la carte des grandes affectations du sol du nouveau plan directeur. Lucie vous parlait des aires naturelles principales, on a environ une dizaine. C'est ce que vous avez en vert foncé sur la carte. Si vous remarquez aussi, à partir de ces aires naturelles principales-là en vert foncé sur la carte, c'est relié avec des liens naturels qui sont en vert pâle. Donc l'idée, c'est que d'est en ouest, la ceinture de verdure, toutes les aires naturelles sont reliées avec des liens naturels. Ce n'est pas une nouvelle idée, ça datait du plan de 1996. Ça a juste été raffiné dans le cadre de ce plan-là. Au niveau des affectations du sol, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a simplifié, clarifié les affectations du sol. Il y avait auparavant des affectations rurales et cultivated landscape, paysage cultivé. On a essayé de clarifier les choses. On s'est débarrassé de l'affectation rurale. On a défini maintenant une affectation agriculture agricole. Donc ça, c'est très clair. C'est quoi l'intention qu'on veut faire là-dessus? Donc, il y a moins d'affectation. Et comme Lucie expliquait, on est passé de la moitié du territoire en 1996 qui était naturel à plus de 60 % aujourd'hui et 30 % à peu près dévolus pour l'agriculture. Ce n'est pas juste des affectations du territoire, un plan, c'est tout l'aspect réseau récréatif. Donc, ce que vous avez sur la carte, la ligne jaune est tirtée avec du noir, ça c'est celle qui est projetée. C'est le réseau de sentiers récréatifs que Claude Potvin va vous parler tantôt.
Aussi, c'est peut-être dur à voir sur la carte présentement. Je vais parler des différents terrains de stationnement, qui sont les points bleus. Ce que vous avez en jaune, c'est les différents réseaux de sentiers, les 150 km que je reviens tout le temps. Donc là, on va aller par secteur très rapidement. Donc, je ne vais pas vous faire un détail de tout. Mais c'est juste pour vous démontrer que la ceinture de verdure, ce n'est pas une chose, c'est une variété de choses, c'est une diversité très grande. On a 7 secteurs et chacun des secteurs est selon les aires naturelles principales. Ici, on a la baie de Shirley à gauche. C'est le secteur qui a l'accès principal à la rivière des Outaouais. C'est possible d'arriver avec son embarcation là, encore gratuitement, d'aller la mettre dans la rivière des Outaouais et d'en profiter. Et en hiver, les gens vont porter des petites cabanes pour aller faire de la pêche sur la glace. Marécage rocailleux, c'est là qu'on trouve la plus grande concentration de sentiers récréatifs. Il y a environ 40 km de sentiers récréatifs. Il y a des promenades de bois. C'est un secteur qui a une très grande biodiversité. C'est très diversifié dans ce coin-là. Au niveau du secteur agricole du sud, la forêt pinée, la dominance que vous avez en beige, c'est l'agriculture. En vert foncé, c'est la forêt pinée. Auparavant, ça, c'était des dunes de sable, là. Il y avait juste du sable là, c'était des dunes de sable. M. Pinet a donné sa forêt à la Commission de la capitale nationale. Après ça, on a fait des plantations par-dessus les dunes, parce qu'il y avait des problèmes de sable pour les maisons environnantes. Chose qui est assez, pas surprenante, mais qui est différente. Depuis 3 ans, on restaure une dune de sable dans ce coin-là, dans la forêt Pinet, en partenariat avec un groupe d'experts qui s'y connaît très bien là-dedans. Donc, ce n'est pas ironique, c'est quand même, on se rend compte de l'importance de revenir avec des anciens types d'écosystèmes qu'il y avait auparavant. L'aéroport international, dans le cadre de ce plan-là, l'aéroport a été retiré, mais ce qui est important, c'est vraiment ce que vous avez en vert pâle dans le bas de la carte. L'aéroport, c'est vraiment le point central de la ceinture de verdure entre l'Est et l'Ouest. Et ce qu'on a toujours voulu faire au niveau de la Commission, c'est d'avoir un lien naturel qui relie l'Est et l'Ouest. Et ça, c'était le chaînon manquant. Ce qu'on a fait dans le cadre du plan directeur de 2013, c'est vraiment de s'entendre avec les gens de l'aéroport, avec les gens de la ville, pour définir un lien naturel d'une largeur d'environ 250 mètres minimum. Au niveau de la pinède, ça, c'est la plus grande zone de plantation. C'est une grande plantation de pins rouges et d'épinettes. Ce qu'on va faire dans le futur, c'est vraiment montrer ces plantations-là plus comme une forêt naturelle et de même donner un exemple de la vieille forêt de pins qu'on avait jadis quand les colons sont arrivés. La mer Bleue, on vous parlait de la mer Bleue, c'est une zone humide d'importance internationale selon la Convention de Ramsar. C'est une tourbière. Ça a été formé il y a 7700 ans environ. Ça, c'est dans l'Est. Quand vous arrivez de Montréal, c'est la première chose que vous pourriez aller voir dans la ceinture. Juste à sortir à une des premières sorties comme Walkley, et vous rendre là. Et vous avez une promenade de bois d'1 kilomètre qui vous permet de vous promener dans la tourbière comme telle. Ça donne une très bonne expérience aux jeunes. Et c'est la plus grande zone naturelle dans la capitale nationale, si j'oublie le parc de la Gatineau. Et c'est la deuxième tourbière en importance en Ontario. Et finalement, le secteur du ruisseau Green, ça, c'est un petit peu particulier. Ça va vers la rivière des Outaouais. Ce que vous avez là, c'est des pentes abruptes, des terrains très plats. C'est un terrain que c'est peut-être un espace qu'on devrait mieux développer parce que c'est très fort au niveau de la géologie. Donc, en conclusion, sur le plan puis la ceinture en général, avant de passer dans le détail sur le sentier, ce qu'on a avec le nouveau plan, c'est un réseau naturel intégré à l'échelle régionale, les corridors écologiques, ces choses-là. On a augmenté les aires naturelles protégées, on est passé de 50 à 60 %, ce qui va nous amener avec plus de connectivité, plus de biodiversité. L'agriculture, c'est 30 % du territoire. Ce qu'on recherche, c'est une agriculture diversifiée, qui est viable économiquement, qui respecte l'environnement, ce qu'on appelle l'agriculture durable dans le secteur. On veut que ce soit une agriculture qui est tournée vers les gens, qui est tournée vers des produits plutôt que juste des plantations de maïs. J'ai les mots anglais qui me viennent dans la tête, excusez-moi, les cash crops, ces choses-là. Au niveau des installations, ce qu'on veut, c'est les éliminer au fil du temps. C'est qu'il y en ait de moins en moins dans la ceinture de verdure.
Et ce qui est vraiment ce qu'on recherche beaucoup puis qu'on va travailler fort dans les 10 prochaines années, c'est qu'il y ait plus de visibilité dans la ceinture, qu'elle soit plus importante au niveau de la capitale, mais aussi au niveau des Canadiens, et qu'elle soit mieux comprise des visiteurs et des résidents. Bonjour, je vais continuer, puis pour conclure la présentation, parler un peu du projet de sentier récréatif de la ceinture. C'est un projet sur lequel les architectes paysagistes à la CCN travaillent depuis plusieurs années. Le concept est vraiment de relier la ceinture de port en port, d'est en ouest, sur toute sa longueur. Relier toute la mosaïque de paysages et les attractions qui constituent la ceinture. On voit ici un peu comment ça relie tout l'ensemble des paysages auxquels François et Lucie ont fait référence. C'est un sentier qui mesure 56 km en tout. Il n'est pas complètement construit, il y en a une trentaine de kilomètres de complétés. Un début, c'est d'offrir une expérience rurale unique. C'est un peu ce qui différencie ce sentier-là de ceux qu'on voit, par exemple, dans le parc de la Gatineau, où le paysage est vraiment différent. Ici, on a vraiment l'histoire agricole qui est très présente. Il y a certains bouts qui sont des chemins existants, des sentiers forestiers, mais en grande partie, c'est un nouveau sentier qu'il faut construire en milieu naturel. L'idée, c'est d'offrir des activités de toutes sortes, comme la marche, les longues randonnées, en bicyclette, en ski de fond, etc. Ça fait que c'est multi-usage, polyvalent. Il y a aussi un principe important qu'on tente de respecter, c'est l'accessibilité universelle. Ça veut principalement dire respecter des pentes en bas de 5 ou 6 et rendre ça accessible vraiment à tout le monde, incluant ceux qui ont une mobilité réduite, les gens âgés, etc. C'est de donner accès à tout le réseau de sentiers que François a mentionné, donner accès aux différents points d'intérêt, aux attractions. Le sentier de la ceinture, c'est vraiment le moyen d'introduire le visiteur, puis permettre de jouer de l'ensemble de la ceinture. La ligne en rouge, présentement, on est rendu dans ce secteur-là, présentement. Également, dans le Ruisseau Green, il y a 2 secteurs sur lesquels on travaille présentement. Ici, un exemple du secteur Woodruff à Maryville, dans l'ouest. Juste pour dire que construire un sentier en soi, c'est pas trop compliqué. C'est un sentier de 3 mètres en moyenne, en poussière de pierre. Le défi, c'est vraiment de trouver le bon tracé. Il faut regarder une multitude de facteurs et de contraintes. Donc, on examine plusieurs tracés à la fois. On fait une matrice d'analyse qui regarde toutes nos contraintes, exemple, traverser des cours d'eau, traverser des chemins, les zones humides, les zones agricoles, les zones résidentielles, etc. Et plusieurs options se présentent. Ensuite, on va en consultation publique. Et finalement, on arrive avec un tracé préféré. Donc, c'est là que réside le défi, vraiment. Il y en a un peu dans la construction comme telle. Il faut faire attention avec quel équipement on travaille. C'est toujours dans des milieux sensibles. Ici, quelques exemples des secteurs déjà complétés. Shirley's Bay, dans le secteur de Ruisseau Green. Plusieurs traversées à faire. On fait souvent, ou même tout le temps, affaire avec des géomorphologues, des ingénieurs en géotechnique, en structure, les biologistes, évidemment. Okay. Présentement, on est dans le secteur Black Rapids. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sentier de montrer, mais on travaille activement dans ce secteur-là présentement. Et voilà, ça conclut la présentation. Alors, si vous venez dans la région, on vous invite à visiter la ceinture. Merci.